Après cette discussion détaillée avec le docteur Emiri, on va passer maintenant au débat qui fâche et aux questions que vous pouvez vous poser à propos du TDAH. Tout à fait, Sarah. Moi, j'ai déjà une question. C'est quelque chose que j'ai lu à plusieurs reprises parce que je m'intéresse pas mal à la question du TDAH. Dans ma famille, il y a des personnes avec TDAH. J'ai l'impression, alors tu vas me dire si je me trompe ou pas, qu'il y a quand même ça se manifeste différemment entre les hommes et les femmes. Également, j'imagine, t'en parlais aussi tout à l'heure par rapport à différences culturelles, etc. Mais là, ce qui me questionne, c'est cette différence entre hommes et femmes. Et j'ai entendu ou lu plusieurs fois que les tests, on parlait de ce test Diva 5, avaient plutôt été construits autour de la détection sur l'homme. Et moins sur la femme, où ça se manifesterait différemment. Par exemple, l'hyperactivité, j'ai lu que chez les petits garçons, en tout cas, ça se manifeste beaucoup physiquement, ils s'agitent, il y a une réelle agitation physique, que chez la petite fille ou la femme, ça pourrait être beaucoup plus une agitation mentale. Et voilà, je voulais avoir un peu ton point de vue là-dessus. En fait, on regroupe la question tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est justement pour ça, et non pas pour la différence entre homme-femme, ça je reviendrai juste après dessus, mais c'est justement parce que chacun est très différent que ce n'est qu'un outil. Ce n'est pas le test en lui-même qui donne une conclusion, à mon sens. Je sais qu'à la fin, on peut cocher et puis dire, voilà, il y a tel symptôme, il y a ça, mais pour moi, ça, c'est une erreur. Pour moi, c'est un outil sur lesquels il faut revenir et avoir des exemples de vie et comprendre comment les choses s'articulent. Parce que si vous avez quelqu'un qui est comme ça en classe, qui bouge pas, mais que quand vous allez investiguer, qui vous dit que son gros doigt de pied fait ça, et que vous êtes en train de le voir, bon, je grossis, je suis d'accord que je grossis un peu le trait, mais dans le sens où ce que tu viens de souligner, pour moi, c'est valable entre chaque être humain. Alors, il y a probablement, et ça, il faudrait que j'aille dire, que je regarde, je sais pas, mais il y a probablement une tendance qui doit exister de différente entre hommes et femmes, mais à mon avis, elle est pas si importante parce qu'en réalité, je pense que chaque situation est différente et qu'il faut comprendre pour chaque situation comment les choses s'articulent. Et qu'on peut avoir quelqu'un qui est visiblement calme, et ça m'est arrivé, où j'ai retenu l'hyperactivité comme problématique centrale, alors que la personne est visuellement calme. Ouais, en la voyant, tu te dis pas. Il y a une agitation qui est monstrueuse. Il y a plein de données, quand on comprend comment fonctionne le symptôme, qui font que on retient l'aspect problématique au niveau de l'hyperactivité en soi. Donc, même s'il y a une tendance entre hommes et femmes que je ne connais pas, je ne m'y suis pas intéressé et je pense que plein de collègues parce que fondamentalement, ça change pas vraiment la donne dans la mesure où il faut s'intéresser individuellement à chaque personne et aller dans le détail. Et la diva n'est pas un test avec un résultat, c'est une psychométrie qui donne plusieurs informations qui sont des outils sur lesquels il faut revenir et qu'il faut explorer. C'est d'ailleurs pour ça que la majorité du temps, quand je commence le premier entretien, je passe 1 heure à parler de l'histoire de la vie de la personne, de comprendre comment elle fonctionne, ce qu'il en est. La majorité du temps, pas toujours, quand on vient me voir avec la diva, c'est autre chose, mais et puis je donne la diva à ce moment-là, et la fois d'après, je reprends la diva, je reprends les points que je n'ai pas déjà explorés. C'est-à-dire qu'il y a des points, des fois, j'ai eu des personnes qui me disent, mais pourquoi on n'a pas abordé cette question-là, parce que j'ai pas besoin, en fait, je l'ai déjà fait la dernière fois, et j'ai eu ce qui était le plus important, à mon avis, à mon sens, c'est-à-dire des exemples de vie qui se répètent, qui posent problème, qui induisent des difficultés, et qui traduisent le symptôme que l'on recherche spécifiquement à ce moment-là. Mais alors je te remercie, mais pourquoi chez l'enfant? Alors de ce que je constate moi j'ai des enfants, j'ai pas mal d'amis qui ont également des enfants et je constate quand même que sur tout ce panel d'enfants qui ont été détectés TDAH, parce qu'il y en a de plus en plus qui se font détecter, c'est majoritairement des petits garçons. Est-ce que je peux poser une question justement? Est-ce que c'est pas parce que culturellement déjà, ou peut-être pas culturellement, mais il y a un petit peu cette croyance que déjà un petit garçon c'est normal qu'il soit agité, on lui dit il faut que tu bouges, il faut que tu fasses du sport, etc. Alors que les petites filles c'est plus dans l'émotionnel, il faut tout intérioriser, il faut que tu t'occupes des autres, etc. Donc il y a peut-être moins cette détection visible pour des enfants TDAH, et c'est peut-être ça finalement qui donne un petit peu cette fausse croyance. Peut-être qu'il y a une tendance, ça peut être une fausse croyance, ou peut-être qu'il y a une tendance maintenant. Il y a des petites filles qui sont très agitées et qui courent partout et qui sont. Là, c'est vrai que je vois que dans le panel d'amis que j'ai de leurs enfants, il y a plus de petits garçons qui ont été détectés TDAH que de petites filles. Effectivement, il y a, comme tu disais, Sarah, il faut se poser la question de
ok, quel milieu socio-professionnel, quel milieu, quel pays, Culture. quelle culture, quel canton, même en Suisse, en fonction, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Qu'est-ce qu'on définit comme étant une agitation, une hyperactivité, parce que un enfant qui court, ça peut être aussi un enfant qui a aucun problème, hein, ou alors un enfant qui a d'autres problèmes. S'il est trop agité en classe, c'est pas forcément que c'est une question d'hyperactivité. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que des petits garçons très calmes, mais très agités intérieurement, et des petites filles très agitées extérieurement, moi j'en ai déjà vu plein. En soi, et j'en ai déjà vu aussi avec un diagnostic de TDAH existant et problématique. Donc, même s'il y a une tendance, je reste à penser que le plus important, c'est surtout de comprendre l'individu, donc l'enfant en lui-même, comment les choses s'articulent et quelles sont ses difficultés pour lui, au-delà même de son sexe. Après, il est clair qu'il y a des questions de prévalence en termes de comorbidité, c'est-à-dire que il me semble qu'il est plus commun d'avoir chez la femme un trouble de la personnalité borderline comorbide à un TDAH, par exemple. Il y a plus de risques. Mais ça, en fait, ce ne sont que des chiffres qui permettent de s'interroger en tant que médecin et de ne pas passer à côté de quelque chose, en fait, en réalité. C'est surtout à ça que ça sert. Mais à partir du moment où vous vous intéressez à la personne spécifiquement, que vous essayez de comprendre toute sa vie et son fonctionnement et que vous arriviez vraiment bien à comprendre comment les choses s'articulent pour cette personne-là, il y a peu de chances que vous passiez à côté de quelque chose. Donc, c'est pour ça que c'est pas si important à mon sens. Maintenant, il y a probablement des tendances. Il faudrait étudier la question, regarder ce qui a été publié sur ce sujet-là. Mais je ne pense pas que ce soit vraiment le primordial. Pour rester dans ce domaine que j'apprécie particulièrement, c'est-à-dire les enfants, avec Vanessa, on a bien fait nos devoirs et on a aussi noté qu'il y avait beaucoup de questions qui revenaient, enfin de pensées de certains individus de dire que diagnostiquer un enfant TDAH, c'était pas la bonne approche parce que finalement, c'était plus un problème, je cite, de discipline et d'éducation. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Et des écrans aussi. Le fait qu'il y ait beaucoup aussi, ouais. d'écrans, plus qu'à notre génération, nous, on n'avait pas les smartphones, on n'avait pas tout ça. Et c'est une excuse un peu, genre, t'as un enfant qui est pas sage, mais il est sûrement TDAH. Ça ramène toujours à ça, à ce qu'on discutait tout à l'heure. C'est-à-dire, est-ce que l'enfant est en train de souffrir ? Est-ce que la famille est en train de souffrir ? Est-ce qu'il y a des difficultés que le système familial n'arrive pas à résoudre et autour duquel tout le monde tourne en rond avec un sentiment de fatalité et sans y arriver? Est-ce qu'il y a d'énormes conflits avec l'école? En fait, diagnostiquer poser le diagnostic chez un enfant ou chez n'importe quel être humain, encore une fois, c'est qu'est-ce qui nous amène à vouloir poser le diagnostic, surtout en soi. Évidemment que là on parle des clichés, hein, c'est-à-dire vraiment l'extrême droite, l'extrême gauche, est-ce que la vision binaire finalement. Exactement, mais c'est très réducteur. Évidemment qu'il peut y avoir des gens qui peuvent en profiter, mais qui d'entre nous, s'il y a une occasion de pouvoir se faufiler quand on était enfant ou adolescent, qui ne va pas en profiter pour le faire? Dans le fond... Vous voyez, ils sont vraiment fourbes, ces enfants. Mais ils jouent leur rôle dans le fond, et je pense qu'il est beaucoup plus délétère de dénigrer et de dévaloriser ou de ne pas reconnaître une réelle souffrance quand elle existe que d'être un peu plus laxiste vis-à-vis de certains qui nécessiteraient un cadre et une discipline plus importante, parce que de toute façon, la société vous rattrape, la vie vous rattrape en soi. Alors, oui, on pourrait rentrer dans un débat sur l'éducation et puis amener, mais ce n'est pas un débat qui est de la faute des enfants ou de la faute de la science ou de la médecine ou autre. C'est un débat qui est politique, social et qui est surtout, à mon avis, centré sur le manque de moyens donnés aux enseignants. Et de moins en moins est donné à l'école, avec une absence d'apport, de formation sur le plan émotionnel qui donne des résultats de sentiment de ne pas être entendu et compris. Mais tu penses pas que justement toute cette évolution technologique qu'on a eue ces 20 dernières années, parce que moi je vois mes enfants aujourd'hui, comment ils passent leur temps libre et comment moi je pouvais le passer à l'époque, où je faisais beaucoup plus travailler mon imagination justement. Et j'ai l'impression que ça a quand même une influence, cette surstimulation, parce qu'en fait ils sont tout le temps en surstimulation permanente, les enfants aujourd'hui. On a l'impression qu'ils n'ont plus le temps de s'ennuyer.
Et est-ce que ça aurait une incidence justement sur cette maladie? Alors, effectivement, apprendre à s'ennuyer, on a tous besoin de l'apprendre, tous les enfants. Et c'est clair que l'ennui chez quelqu'un qui a un TDAH est très difficile à gérer. Donc, avoir moins d'occasions d'entraîner son ennui, oui, ça a probablement une incidence. Parce que, évidemment, il y a eu moins d'entraînement et de possibilités de pouvoir construire. Maintenant, on est dans un monde où, si tu remontes 50 ans en arrière, il n'y avait pas de Claude Note. Donc, tu as un TDAH, les études universitaires, tu as quand même beaucoup plus de chances de ne pas avoir accès. Donc, oui, on est dans un monde avec une technologie qui est présente, à laquelle il faut faire attention, comme pour tout. Finalement, il peut y avoir des dérives et des problèmes. Il y a d'autres enjeux qui viennent, mais qui, à mon avis, doivent plutôt inciter à se questionner pour trouver de nouvelles solutions au niveau de la société. Mais d'un autre côté, on a quand même passablement plus de possibilités de reconnaissance de ce qui est une atteinte de maladie ou d'accident dans notre société d'aujourd'hui qu'il y a 50 ou 60 ans, avec potentiellement plus de moyens de soins. Il y a quand même des points aussi qui sont positifs. Mais oui, il faut de toutes les manières raison garder et faire attention. Là-dessus, de nouveau, je fais l'avocat du diable, mais ce n'est évidemment pas mon point de vue, c'est juste les informations qu'on a été piochées à droite à gauche. Ouais. Tu parles justement de l'évolution de ces dernières années, enfin vous en avez parlé tous les deux. Il y a plusieurs théories justement sur l'augmentation finalement des diagnostics de TDAH. La première, c'est effectivement dû à la révolution technologique, le fait qu'il y ait beaucoup plus d'écrans, qu'on soit surstimulé, je vais y arriver. Il y avait aussi le mode de vie qui a complètement changé ces dernières années, l'alimentation qui pourrait aussi avoir un impact là-dessus, et notamment la détection justement au niveau des avancées scientifiques qui font qu'on détecte beaucoup plus maintenant les gens qui ont des troubles, que ce soit TDAH ou autre, qu'il y a certaines époques. Et je pense même, j'ajouterais les tabous aussi, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'à l'époque, on parlait pas tellement de TDAH. Ouais. Enfin, quand moi j'étais enfant, c'était assez rare. Aujourd'hui, on en parle dans les médias, on en parle sur les réseaux sociaux, on en parle, donc c'est mise en lumière, cette maladie, elle est mise en lumière aussi. Mais justement, ça venait de nous questionner, parce que moi, j'ai souvent entendu, notamment dans ma famille, avec des anciens, qui nous disent, mais c'est quoi votre problème à vous les jeunes, de vouloir absolument faire partie d'un groupe, de absolument vouloir savoir quel trouble vous avez, etc. À notre époque, on s'en occupait pas et puis ça allait très bien. Est-ce que tu penses que... Mais ça, cette remarque-là, moi, elle me fait toujours sourire parce que... Moi aussi. Mais parce que dans un monde ultra connecté, avec une perte de sens et d'identité, avec beaucoup d'émigration et d'immigration, non pas que l'immigration soit un problème, mais c'est très dur de partir de son pays, de ne pas avoir toute sa famille, de ne pas avoir son histoire, sa culture. Et c'est de plus en plus, mais dans tous les pays du monde, je veux dire, même des Européens qui partent aux États-Unis ou ailleurs. Oui, ou même si on parle même des locaux qui perdent aussi leur identité parce que leur pays se transforme et devient de plus en plus mixte. Mais ne serait-ce que de changer de canton. Complètement. Je veux dire, les Valaisans, il y a certaines vieilles personnes dans le Valais qui ne sont jamais descendues. De la montagne. Donc, et c'était leur vie. Ouais. Il y a rien de... C'était bien, mais il y avait peut-être pas la possibilité de pouvoir voir plus le monde, mais ils avaient une famille, une identité, une histoire. Donc aujourd'hui, quand on demande aux jeunes, à chaque fois qu'ils essaient de se raccrocher à une identité donnée, on les jugeant en se disant qu'il n'y avait pas à une époque donnée, c'est très réducteur parce qu'en réalité, c'est très difficile. Non. Aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir une identité. C'est dur. C'est dur. Il y a beaucoup de gens qui sont très isolés. L'accès aux connaissances, aux aspects académiques est de plus en plus difficile. L'exigence est de plus en plus élevée. La population augmente de plus en plus. La place se réduit. L'histoire personnel est de plus en plus fragmenté. Donc c'est devenu aujourd'hui, sur le plan existentiel, beaucoup plus difficile de développer un sens de vie, à mon avis, que ça ne l'était il y a 50 ans. Évidemment, j'exclus les aspects de guerre, de torture, etc. Je parle vraiment dans la norme. Mais aujourd'hui, c'est très difficile. Donc, c'est pas si étonnant si on voit un jeune qui essaie de se raccrocher par exemple, à une maladie ou à un groupe de musique, encore plus qu'auparavant. Là, c'est pas la question qu'il faut se poser, c'est pas ça n'a aucun sens. À mon époque, c'était pas comme ça. La question qu'il faut se poser, c'est comment faire pour leur permettre de retrouver du sens d'une autre manière que d'une manière qui finalement a une incidence négative. Et c'est là, je pense que la société devrait réussir à trouver une réponse, alors que ce n'est pas les questions qui sont posées. C'est extrêmement dommage.
J'avais une question par rapport aux médicaments, justement, ce que les gens, enfin, de nouveau, c'est pas nos points de vue respectifs, mais c'est des choses qu'on a un peu cherchées. Plusieurs idées reçues, donc liées aux médicaments, qui seraient, par exemple, la dépendance à ces médicaments, le changement sur ta personnalité que ça pourrait avoir, ou alors même des effets secondaires massifs. Est-ce que tu as quelque chose à répondre à ça? Comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est des psychostimulants. Donc, il y a un risque au niveau cardiovasculaire. C'est pour ça qu'il faut d'abord vérifier les antécédents au niveau cardiovasculaire, de troubles du rythme, de mort subite, et également dans la famille, d'effectuer un bilan, soit chez le médecin traitant avec une auscultation ou un électrocardiogramme. Mais c'est surtout le test d'effort plus que l'électrocardiogramme qui est relevant. Évaluer par le médecin traitant le cardio, est-ce qu'il y a besoin de faire un test d'effort? Si vous avez une personne en bonne santé habituelle, sans antécédents familiaux ou autres, et qu'à l'auscultation, il n'y a pas il y a rien de problématique, le CG est tout bon. Enfin, globalement, il faut faire quand même un bilan cardiovasculaire et écarter les risques, vérifier qu'ils sont acceptables. Après ça, il faut quand même continuer à surveiller et vérifier en prenant attention ou en vérifiant qu'il n'y a pas de palpitation, ou sinon il faut arrêter le traitement parce qu'il y a un risque de mort, enfin, de torsade de poing, donc d'arrêt cardiaque. Donc sur ça, il faut être vigilant. C'est sur ce point-là qu'il faut être le plus vigilant, à mon sens. C'est un trouble neurodéveloppemental, donc depuis l'enfance. Vous avez quelqu'un qui a les informations qui vont dans tous les sens dans la tête, la dysrégulation de l'humeur, le manque de tact, la procrastination, qui a toutes ces difficultés-là. Et qui part du principe, en se construisant, que c'est sa personnalité et qu'il cherche à en faire quelque chose de positif. C'est ce que font la majorité des êtres humains. Ils cherchent à rebondir sur les difficultés qu'ils vivent. Et il y en a beaucoup qui réussissent à en faire une force qui leur permet d'être potentiellement plus créatifs ou plus performants ou autre, parce qu'ils ont réussi à rebondir dessus par résilience et à en faire quelque chose d'en partie positif, en considérant que c'est leur personnalité. Mais il y a cette partie positive, mais il y a toujours la partie négative. Et souvent, plus vous vieillissez, plus l'épuisement devient de plus en plus difficile, et puis on peut s'effondrer. Quand on met en place un médicament, on enlève les symptômes. Mais si vous êtes parti du principe toute votre vie que tous ces symptômes font partie de vous, évidemment, que quand on enlève le négatif, on enlève le positif qui a été construit pendant toute la vie. Donc, la personne a l'impression d'être dénaturée. C'est pas vraiment qu'elle est dénaturée, c'est qu'elle est comme, avec le traitement, elle est elle-même. Mais, vu qu'elle s'est construite au regard des difficultés, en faisant en partie une force, évidemment, vous lui enlevez, c'est déstabilisant. Elle s'est jamais connue comme ça, en fait. Et puis, vous lui enlevez ce qu'elle a transformé en force et sur laquelle elle a construit une identité valorisante et de réalisation et créative. Et ça, il faut pouvoir l'encaisser. Mais du coup, ça ne peut pas créer un effet inverse, justement, et amener de l'anxiété, amener d'autres choses. Alors, si, mais ce n'est pas un changement de personnalité. C'est ça que je voulais souligner. Maintenant, on peut avoir un changement de personnalité, mais pas à cause du traitement, à cause du TDAH. C'est-à-dire que si vous avez... La personnalité, elle se construit dans l'enfance, l'adolescence. Si vous avez, à cause du TDAH, plein d'impacts sur l'estime de soi, sur votre construction de vie, avec plein de conséquences négatives et délétères, votre personnalité, elle va se construire en fonction de ces micro-traumas progressifs. À chaque fois, ce qui peut donner un tableau de difficultés, de problématiques de personnalité à l'âge adulte, ce qui se traduit par d'énormes difficultés dans les relations interpersonnelles, un énorme bordel dans la vie au niveau socio-professionnel, socio-financier, à cause de la structure de personnalité qui a été engendrée, qui a été en partie construite en raison de difficultés inhérentes au TDAH. Et ça, on peut le voir, effectivement. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas banaliser ce type de trouble dans l'enfance, parce qu'en réalité, si vous laissez un enfant seul face à des difficultés qui peuvent être massives et induire des micro-traumas, ça peut amener à une construction de personnalité à l'âge adulte cataclysmique, avec par contre un pronostic à ce moment-là qui devient beaucoup plus réservé, parce qu'on ne parle plus du TDAH, mais on parle d'un trouble de personnalité, et là c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et là-dessus, justement, j'ai aussi lu que potentiellement les personnes atteintes d'un TDAH, quand elles ont justement une estime de soi qui est peut-être basse ou qui ont peut-être aussi des problèmes d'impulsivité, de peut-être mise en danger de soi-même, de prise de risque, il y aurait même une possibilité qui soit plus favorable finalement à mourir plus jeune. Alors, c'est un facteur de risque.
comme je disais tout à l'heure, c'est un facteur de risque parce que c'est éprouvant, c'est difficile. Ça dépend évidemment du contexte, hein, parce qu'en médecine, ce qu'il faut comprendre, notamment en psychiatrie, c'est que il n'y a pas une cause qui donne une maladie ou une chose. Il y a des facteurs de risque et souvent on oublie les facteurs protecteurs. Parce que si un enfant a un TDAH, mais père, mère bien présents, les enseignants bienveillants, avec des amis ou des difficultés avec les amis, mais qui sont rattrapés par les parents, au contraire, là, souvent, on va avoir une résilience, une construction et une transformation des éléments négatifs en éléments positifs, et on revient à ce qu'on discutait juste avant. Maintenant, évidemment, si vous avez peu de facteurs protecteurs et que vous avez un TDAH qui est à une intensité assez sévère et importante, avec plein de conséquences sur votre vie, ça va induire des risques d'épisodes dépressifs, mais même dans l'enfance ou dans l'adolescence, de phobie scolaire, des risques de potentiellement plusieurs pathologies qui sont à risque de suicide, en soi, ou de mise en danger grave. Avec des comportements à risque. Exactement. Donc, effectivement, c'est un facteur de risque qu'il ne faut pas négliger et banaliser et qu'il faut garder en considération. Mais toujours dans le fait que ça n'est pas une généralité, on doit s'adapter au cas par cas et que c'est pas parce que vous avez un trouble de l'attention et de l'hyperactivité que vous êtes suicidaire. Voilà. Exactement. Et être suicidaire, encore une fois, ce n'est pas forcément quelque chose qui est pathologique. Si je prends quelqu'un qui est paraplégique depuis 8 ans en ayant mis en place tout ce qu'il pouvait mettre en place pour essayer de pouvoir y arriver, en parlant juste avec un petit bout de doigt, qui décide de se suicider parce qu'il n'y a plus d'espoir et qu'il n'y a plus de possibilités, c'est un suicide existentiel. Alors, certes, qui mérite débat dans la société, qui mérite débat d'un point de vue politique, d'un point de vue juridique, et c'est pas à moi de répondre à ça clairement, mais d'un point de vue médical, ce n'est pas pathologique. Ça ne s'intègre pas dans un épisode dépressif ou dans un autre trouble de l'humeur. Ça ne s'intègre pas dans une souffrance liée à une maladie ou un trouble. Donc, c'est une conséquence à un problème physique. Des idées de suicide, ça peut être un symptôme de plusieurs pathologies, mais ça peut être aussi quelque chose qui n'est pas pathologique et qui est le signe d'une difficulté existentielle majeure. Si vous vous retrouvez, on remonte le temps, on se retrouve en Allemagne nazie, on vous parachute là-bas en plein milieu et qu'on vous oblige à aller tuer des gens, et que vous n'avez pas le choix, au bout d'un moment, le suicide devient... C'est ce qu'a fait Jean Moulin, d'ailleurs. La meilleure option. Exactement. Jean Moulin, quand il s'est retrouvé comme ça, emprisonné, il a tenté de se suicider. Heureusement, ça a foiré, et puis il a survécu. Mais c'est quelque chose qui se pose comme question. Ça ne veut pas dire que c'est la bonne réponse, encore une fois, mais il y a des situations où ce n'est pas pathologique. Oui. Et par rapport à la dépendance, justement, du médicament, parce que tu disais tout à l'heure dans la première partie que l'objectif n'est pas de donner ce médicament à vie, que c'est sur une période dans les études, et puis après ça peut être pour quelque chose de particulier, une performance qu'il faut faire au travail où il y a besoin d'un petit coup de pouce. Mais du coup, est-ce que oui ou non ça crée de la dépendance, et si c'est ancré, justement comment arrêter progressivement, ou est-ce qu'il y a il peut y avoir des problématiques de consommation de ces substances-là, effectivement. À partir du moment où c'est cadré et que la prescription est respectée, il y a peu de risques. Si vous suivez bien les recommandations, vous ne faites pas n'importe quoi et puis que vous écoutez ce que votre médecin vous demande, il y a peu de risques. Maintenant, c'est possible qu'il y ait une addiction s'il y a un mésusage de la substance, mais ça s'inscrit dans des contextes d'automatismes mentaux. Et puis, au niveau de la dépendance physique, il y a beaucoup de discussions à cet égard. C'est clair que on voit une perte d'efficacité sur une consommation régulière. Donc, en faisant des pauses, ça permet de retrouver une forme d'efficacité. Donc, il y a probablement une tolérance de l'organisme, clairement. Mais à partir du moment où on n'est pas dans quelque chose de festif, on n'est pas dans un usage personnel libre, et qu'on respecte clairement ce qui a été prescrit et défini, et qui a du sens dans ce qu'on est en train de faire, mais un sens thérapeutique et médical, le cerveau ne l'enregistre pas comme quelque chose de plaisant ou agréable en lien. Donc ça pourrait s'arrêter du jour au lendemain. Tu pourrais dire, là j'ai fini mes études, j'ai passé par exemple mon master universitaire, j'en ai plus besoin parce que là je pars 1 an en voyage autour du monde. Ça pourrait s'arrêter du jour au lendemain, ou mais il y aurait une adaptation? Idéalement, on peut arrêter du jour au lendemain.
J'ai eu plein de patients qui l'ont fait par prudence. C'est toujours mieux de l'arrêter progressivement. En diminuant la dose. Mais contrairement à d'autres molécules ou d'autres substances, c'est pas un problème. On peut l'arrêter du jour au lendemain. On peut d'ailleurs le prendre. Ce qui est important, c'est la régularité par rapport à l'efficacité que l'on vise. Donc, vous pouvez le prendre du lundi au vendredi. Ce qui est souvent prescrit chez les enfants d'ailleurs, c'est de les prendre les jours où ils ont l'école, mais pas de le prendre en vacances et pas de le prendre le week-end. Mais quand ils ne prennent pas en vacances, ils arrêtent du jour au lendemain. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. donc c'est pas la question de diminuer progressivement, elle est surtout liée par rapport aux effets bénéfiques, à mon avis, du médicament, plus que par une question de sevrage en réalité. Le sevrage avec ces substances-là, il n'est pas à cette posologie-là thérapeutique, il est extrêmement problématique par expérience, sauf erreur. Mais oui. Surtout, je me demandais, pour une personne qui a un TDAH et qui justement a tendance à oublier les choses, à mon avis, il est probable surtout qu'ils oublient de prendre leurs médicaments et que le sevrage se pose même pas en fait. Donc, sauf s'ils l'ont mis dans leur planeur avec le brossage de dents. Parce que là, on parlait des enfants, mais c'est clair qu'il y a les parents derrière finalement qui tiennent, prends ton médicament, t'en as besoin. Souvent les enfants, c'est les parents qui vont y penser. Le gamin, il va pas trop y penser. Oui, mais ouais. Pour rester sur cette thématique justement du côté un peu addictif, il y a cette de nouveau fausse croyance ou croyance, je ne sais pas, du fait que les TDAH consomment énormément de café, mangent beaucoup de sucre, jouent facilement à des jeux vidéo pour avoir des espèces de pics de dopamine. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est avéré ou de nouveau on généralise trop et il faut voir au cas par cas? Parce que c'est un peu le message du doc aujourd'hui. Oui, mais de manière générale en médecine globalement, mais alors franchement j'ai pas les chiffres, hein, donc je connais pas la prévalence. Il faudrait la vérifier, mais là, ce que je vais dire, c'est sur l'expérience que j'ai dans l'échange avec des collègues qui voient des patients, honnêtement. Je pense que le jeu vidéo, on lui casse beaucoup de sucre sur le dos, hein, globalement. Et qu'il est beaucoup plus bénéfique que ce qu'on pense. Bon, tu nous as dit avant que tu aimais beaucoup les jeux vidéo, donc tu n'es peut-être pas très objectif. On est d'accord. La tendance aux jeux vidéo est en train de s'inverser et la vie devient de plus en plus positive, ma chère Vanessa. Parce que moi aussi, j'aime bien geeker, donc je prends complètement son parti. Mais donc, je pense que oui, alors le sucre, clairement, c'est un problème. Te dire que le sucre c'est un problème et que ça va accentuer l'agitation et que c'est quelque chose qu'il faudrait, dans le contexte du TDAH, essayer d'arrêter, oui. Mais il m'est difficile de te répondre en termes de prévalence et de stats par rapport à la consommation du sucre chez les personnes qui ont un TDAH. Il faudrait regarder les chiffres. Probablement que c'est plus élevé parce que c'est quand même plaisant. Hein, en soi. Qu'on soit TDAH ou pas, finalement. De toute manière. Maintenant, je ne sais pas vraiment quels sont les chiffres à cet égard-là. Là, tu vois, là, par contre, ça aurait été intéressant d'avoir le professeur Pérou qui aurait pu répondre, je pense. Professeur Pérou, si vous nous regardez, ceci est un appel à une question existentielle de notre débat aujourd'hui. Voilà. Et puis, on avait une autre question sur... quel serait l'impact, s'il y en a un, sur l'intelligence et les capacités cognitives du TDAH. Par exemple, on pourrait dire que le système scolaire est inadapté, ou il y a aussi un impact, on a l'impression, sur la motivation. On parlait de procrastination, d'autres appellent ça de la paresse. Est-ce qu'il y a un réel impact de cette maladie sur ces aspects-là? Dans le sens, si je peux juste recontextualiser, oui, vas-y. Au niveau scolaire, c'est vrai que, de ce que j'ai compris de nos discussions aujourd'hui, il y aurait une espèce de forme d'inadaptation du système scolaire aux enfants qui ont un TDAH parce que ce serait mal compris finalement leur fonctionnement, et donc certains passeraient à côté de leurs études ou de leur année scolaire tout simplement parce que ils sont inattentifs, ils sont dissipés et on n'a pas réussi à les recadrer. Est-ce que ça c'est quelque chose? Si je peux, juste avant que tu répondes, il y a des mesures que tu peux mettre en place. Oui, mais alors, c'est toute une procédure pour mettre ces mesures en place que tu peux faire après au DIP. Et heureusement, après, c'est aussi, c'est les profs qui finalement sont en charge de ces enfants. Ils peuvent, parce que toutes ces mesures, est-ce qu'ils sont capables de les mettre en place, tu vois, pour... On parlait tout à l'heure du manque de moyens. Moi, je pense que les profs, ils font de leur mieux. Oui, clairement. Mais qu'ils ne peuvent pas faire des miracles non plus. Une classe, quand elle est hétérogène, comme un groupe thérapeutique ou à l'hôpital ou dans un contexte de pathologie donnée, quand il est hétérogène, c'est pas forcément toujours la meilleure chose. Lorsqu'on est dans un groupe homogène et que les uns et les autres arrivent plus facilement à se comprendre, c'est quand même plus simple. Donc quand vous avez
dans une classe quelques élèves ou quelques personnes qui sont qui sont pas compris par les autres ou qui vont le vivre comme une injustice. D'ailleurs, souvent, quand j'ai parlé des fois avec des directeurs d'école ou autres, mais si on fait ça, c'est injuste pour les autres. Ouais, mais il y a une énorme erreur de compréhension. C'est-à-dire que là, on est dans un marathon. Dans ce marathon, tous les élèves qui sont là, ils ont les super chaussures Nike et puis le très beau dossard. Il fait 33 degrés, ils ont leur petit dossard tranquille, ils ont leur gourde et tranquille. Et à côté de ça, vous avez le gars avec un manteau, des chaussures de marche et puis 15 kilos sur le dos. Et puis vous êtes en train de lui dire que si on lui donne un skate ou des rollers, en lui laissant les 15 kilos sur le dos et le manteau, et sans lui donner la gourde, si on lui donne des rollers, c'est injuste pour les autres. C'est un petit peu ça, en fait, en réalité. Donc, C'est une très belle image. le vrai problème là, il est politique et social, en réalité. Parce que oui, bien sûr, quelqu'un qui a un TDAH n'a pas les mêmes chances que les autres. Mais du coup, ça peut faire qu'il se sent moins intelligent, notamment un enfant. Qui se dévalorise énormément. Qui se dévalorise. Oui, exactement, c'est ce qui participe à la stigmatisation de l'image personnelle, avec potentiellement après des impacts sur la personnalité. Il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres choses, mais c'est extrêmement problématique. Ou le fait de lâcher qui démotive encore plus. Vous avez un enfant qui donne tout ce qu'il a sur 15 minutes, puis après tout le reste de la journée qui n'arrive plus à penser. Bon. J'ai grossi encore une fois le trait, mais c'est pour bien comprendre ce que ça représente en fait. Et là, ce qu'il faudrait, c'est vraiment avoir des classes spécialisées où il n'y a pas plus qu'une dizaine d'élèves, par exemple, qui ont tous le même problème et des profs ultra formés sur la question qui s'y adaptent. Si vous prenez un enfant qui a un TDAH, vous lui demandez de s'asseoir et d'apprendre sa poésie, et vous lui demandez de jamais bouger la poésie, il n'apprendra pas. Vous lui demandez d'aller faire la roue et de sauter et de courir, s'il a une bonne mémoire, il va vous l'apprendre en 10 minutes, un quart d'heure. Mais ce serait pas trop stigmatisant du coup d'avoir des classes spécialisées. Alors le côté déjà stigmatisant, après aussi le côté où selon où tu habites, tu vois, tu es en campagne ou autre, enfin ça peut être aussi en termes d'organisation très compliqué si tu as une seule école par exemple par canton et puis qu'il faut amener ton enfant là-bas et finalement accentuer aussi cette différence. Mais là tu viens de souligner le manque de moyens. Parce que ça voudrait dire on n'a pas les moyens, donc on va faire une école. Mais est-ce que les moyens... C'est une classe dans chaque école. Ah voilà, ok. Donc la même école, je ne parle pas d'une école différente. Là, je parle d'une classe différente. Ok, mais dans chaque école. Dans chaque école. Et de mieux former les profs, sinon ça pourrait pas être une... Si, mais il faut des moyens pour ça. Pour les former, il faut des moyens, il faut leur donner des outils, il faut qu'ils soient supervisés, je veux dire, c'est beaucoup d'argent. Donc, quelles sont les priorités? C'est vraiment une question politique et sociale. Mais clairement, si les profs étaient mieux formés, s'ils avaient des outils, s'ils étaient moins laissés seuls face à des situations... Je veux dire, un prof, quand il devient prof pour pouvoir éduquer les enfants, transmettre et apporter sa pierre à l'édifice et aider les enfants qui sont dans des difficultés. Il ne devient pas prof pour maltraiter les enfants, mais quand vous lui donnez... On a ses peurs, moi. Mais quand vous lui donnez, je ne sais pas combien d'enfants dans une classe, le pas de formation, que vous lui dites de se débrouiller, et puis vous ne lui donnez pas de supervision, ou que vous lui donnez des informations discordantes à droite et à gauche, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc c'est vraiment une question de... C'est pas une question de qu'est-ce qu'il faut faire, parce que ça, je pense qu'on sait ce qu'il faut faire. On a les gens qui savent expliquer ce qu'il faut faire. On sait ce qu'il faut mettre en place. C'est une question de est-ce qu'on peut le mettre en place et est-ce qu'on veut le mettre en place? Parce qu'en réalité, la question, elle est là. Elle est vraiment politique et économique. Donc, et sociale. Ça dépend de la société. Et ça, je veux dire, la chance de la Suisse, c'est de pouvoir y répondre par les urnes. Donc, vous savez quoi faire. Ceci est un appel au vote. On se demandait... Il est aussi d'usage de dire que le trouble du TDAH peut aussi un petit peu jouer le trouble fait et victimiser certaines personnes dans le sens où ça pourrait un petit peu justifier certains comportements. Que l'impolitesse, tu sais, on a tendance à dire, certaines personnes pourraient dire « Ah ouais, tu sais, mais moi je manque de tact, mais c'est normal, je suis TDAH. » Et du coup, certains comportements justifieraient des troubles alors que potentiellement la personne n'a rien du tout. Ouais, la grande différence, c'est que quand c'est le manque de tact lié au TDAH,
la personne s'en veut. Oui, elle se remet en question. Elle se remet en ouais. question. Mm. Le fait de dire j'ai un TDAH, s'il y a un manque d'empathie, il y a un manque de considération, donc il y a une problématique de valeur et de fonctionnement dans la relation à l'autre. Ça peut provenir de différentes choses. Hein. Et dans ce cas-là, tu Mais- peux dire, et non, tu es bipolaire, ou et non, tu es un syndrome Ouais. d'Asperger. Et en fait, il peut faire partie d'une autre catégorie. Non, mais Je plaisante, évidemment. oui, oui, mais c'est clair que honnêtement, quelqu'un qui a un TDAH et un problème de tact, il en souffre. Hein. Mm. Il n'est pas en train de le lancer comme quelque chose d'ultra sexy Oui. et super cool. Moi, j'ai jamais vu de patient comme ça. Je pense que les gens qui font ça cherchent à en trouver la bonne excuse et puis la bonne mode. Mais là, il faut reprendre. Effectivement, j'ai déjà vu des personnes qui ont un TDAH de se poser la question, est-ce que c'est pas à cause de leur TDAH et s'interroger et culpabiliser, que potentiellement ça pourrait devenir une excuse s'ils sont adolescents, petit à petit, pas dès le début, mais progressivement. Mais ça, il faut reprendre et recadrer. Le manque de tact n'est pas l'impolitesse. Hein. Le manque de tact, c'est pas réussir à retenir sa langue. Mhm. Donc, ne pas réussir à retenir sa langue et avoir une impulsivité verbale et dire les choses franco, ce n'est pas la même chose que d'insulter quelqu'un. Il y a une énorme différence en soi. Si vous avez un enfant qui vient et qui traite de connasse ou autre de sa prof, Pour l'impolitesse, je pensais plus au fait de couper la parole. Le fait qu'il y a de l'impulsivité et que du coup, souvent, on a des enfants ou des adultes oui. qui ont n'écoutent tendance pas. à vouloir vite Oui, dire alors- ce qu'ils pensent et à couper la parole des Alors, autres. mais alors, même si c'est une excuse, le fait que l'on reprenne ça, mais tu dois faire attention et tu dois te cadrer, c'est thérapeutique. Mhm. Donc on s'en fiche que c'est une excuse. Parce qu'il faut quand même le rentrer dedans. Pas méchamment, pas de manière malveillante, mais en disant, là, tu vois, tu as interrompu, c'est pas très cool. Ça peut induire chez les autres, et moi, ça a été mon cas, le fait de me sentir non respecté. Est-ce que tu pourrais faire un effort? Ou est-ce qu'on peut essayer de voir comment tu pourrais, quelle stratégie tu pourrais mettre en place? Mhm. Quand quelqu'un qui a un manque de tact, une impulsivité verbale et qui interrompt les autres fait un effort, vous allez voir la différence entre la première fois et les fois suivantes. Ça posera toujours problème, mais il y a un effort. À partir du moment où vous avez un effort, on n'est pas dans une excuse. Hein, Oui, clairement. en soi. Donc, je pense que ce sont des choses qu'il faut vérifier, qu'il faut garder sa ligne de conduite vis-à-vis de ses valeurs et du respect de l'autre, et de permettre de pouvoir amener de manière bienveillante un cadre et une structure aux personnes qui se plaignent de ces difficultés-là, mais de manière bienveillante. Venir dire oh, tu m'énerves avec tes excuses, en fait, t'es qu'un abruti, ou tu fais exprès, ou t'en as rien à faire. Ça, en fait, c'est pas constructif. Ça le sera si réellement vous voyez qu'en fait, il fait pas d'effort quand il vous le dit. Mhm. Parce que là, c'est plus une question de TDAH. Là, c'est une question de tu fais pas d'effort, donc tu t'en fous en fait. C'est vraiment. On en revient à ce que tu as dit au début. Oui, c'est au cas par cas, en fonction des situations. Et c'est pour ça que quand vous avez une famille qui a un enfant TDAH, ou un membre de la famille TDAH autre, il ne faut pas hésiter à demander à pouvoir participer aux entretiens avec son thérapeute ou sa psychiatre ou son neurologue. Mhm. Il faut pouvoir exprimer et aller vérifier en famille. On a le sentiment qu'il y a ça. Ça permet au médecin en face d'explorer les choses, de comprendre et de pouvoir faire la part des choses. Là, il faut faire attention et plus se cadrer. Ce n'est pas une question liée au TDAH. Ça, oui, mais il faut trouver une solution parce que c'est bénéfique si vous lui permettez de mieux se structurer quand même en soi. Donc, quelle solution on peut trouver? Il faut pouvoir aller poser les questions et demander. D'où l'intérêt de débuter une psychothérapie le plus rapidement possible. D'ailleurs, une petite question qui me... Ou simplement de l'introspection pour pouvoir mieux se connaître. Ou un examen. Ou un Ou examen. un examen, et puis poser les questions pour un ou deux entretiens et avoir des éléments de réponse. En fait. Mais moi, j'ai une question justement par rapport à ces examens, parce qu'on a parlé tout à l'heure du cas de figure, comment ça se passait en Suisse en fait, hein, finalement, mais j'imagine qu'on a peut-être des auditeurs, auditrices qui viennent peut-être de France, du Canada, d'autres pays francophones. Ça se passe globalement un peu dans tous les pays pareil, la manière de procéder si tu as un petit doute et que tu veux te faire détecter? À l'âge adulte. À l'âge adulte ou à l'âge enfant? Parce que les enfants, ça dépend du système aussi, le scolaire et éducationnel du pays en question. Je sais qu'au Canada, ils ont beaucoup de programmes qui sont développés, de détection et puis de possibilités de thérapeutiques ou d'identification de la problématique. Sans que j'ai plus de détails, mais je sais qu'ils sont développés à ce niveau-là. Maintenant, chez l'adulte, globalement, c'est un petit peu similaire, effectivement. C'est-à-dire qu'il y a une souffrance, il y a une interrogation,
puis on va aller consulter. Alors, ça peut être, je vais consulter mon médecin, je m'interroge, j'ai aucune idée du TDAH, mais mon médecin traitant, on a la suspicion ou a fait tous les examens, puis oriente après vers le psychiatre ou vers un Ouais, tu vas neurologue. passer par ton généraliste souvent, parce que des Ouais, fois, exactement. quand tu n'as pas forcément, tu connais pas un psychiatre ou autre, c'est Ouais. des fois difficile d'obtenir un rendez-vous comme Ou d'y ça, penser. donc vaut mieux. D'y penser, Ouais. quand tu as mal au ventre, tu vas pas aller voir un gastro automatiquement, tu vas C'est voir un vrai. médecin traitant et puis en Lui il va fonction, te rediriger. il peut te rediriger. Mm. Donc il y a plusieurs voies possibles, hein, par le médecin traitant, par des amis, par de la famille qui te font la remarque. Là, tu es en train de galérer, mais il y a ça, tu devrais aller consulter, donc il peut prendre rendez-vous avec un psychiatre. Mm. Maintenant, au niveau des enfants, c'est vraiment dépendant du système éducationnel. Et c'est vrai que j'ai pas assez de connaissances des systèmes Bon, après, je éducationnels pense que dans le les détail. pédiatres, que ce soit dans n'importe quel C'est pays, ça. peuvent aussi rediriger de la même Exactement. manière que le médecin traitant chez Oui, l'adulte. oui, c'est clair, mais il y a aussi je sais qu'il y a des programmes qui sont développés Mhm. en Suisse, en France, au Canada, dans plusieurs pays occidentaux, et probablement aussi des pays orientaux où c'est développé. Il doit y avoir des programmes qui sont développés Mhm. pour les enfants pour une détection plus précoce et puis une intervention Mhm. avec plusieurs types de possibilités d'aide. Mais ça, c'est vraiment une question qui est relative au système éducationnel et j'ai Mhm. pas suffisamment de détails pour pouvoir répondre convenablement. On dit souvent, de nouveau, que ce serait particulièrement les entrepreneurs et les leaders dans des groupes qui seraient atteints d'un TDAH. Est-ce que tu penses que c'est aussi de nouveau? Je sais que tu vas me dire que c'est une généralité, qu'il faut regarder au cas par cas, mais est-ce que tu penses... Il y a une prévalence, chez les personnes avec un TDAH, il y a une prévalence de QI élevée. Ça, c'est vrai. Mais il y a aussi beaucoup de personnes avec un TDAH avec un QI dans la norme ou inférieur de la norme en soi. Alors, encore une fois, le TDAH, c'est affronter des difficultés dans sa vie. Soit on se retrouve avec plusieurs conséquences délétères et négatives parce qu'il n'y a pas suffisamment de facteurs protecteurs ou parce qu'on n'a pas les ressources et on n'arrive pas à rebondir dessus. Ceux qui arrivent à rebondir dessus avec de bonnes ressources et potentiellement un bon environnement, à partir de ce moment-là, l'expérience de vie devient une force. Quand vous avez 20 ans et que vous avez affronté ce que normalement un être humain affronte entre 20 et 30 ans, vous avez une forme d'expérience que les autres n'ont pas. À mon avis, ça participe à potentiellement avoir des ressources que d'autres pourraient ne pas avoir. Mais ce n'est pas le TDAH. Il faut déjà derrière avoir une résilience, des capacités et réussir à rebondir sur des difficultés. De la même manière, si je prends j'avais vu une histoire d'un entrepreneur américain, j'ai oublié son nom, enfin, qui à la base est africain et puis qui avait vécu la torture et la guerre, et qui a brillamment réussi vers la trentaine de manière exceptionnelle. Il a eu des traumatismes et des difficultés, il a rebondi dessus, mais il a des ressources, intrapersonnelles, probablement des ressources brillantissimes sur lesquelles il a pu s'appuyer pour rebondir. Et une fois il y a eu ce rebond positif, qu'il y a eu cette forme de résilience, ça devient une force. Mais pas le trauma, pas parce qu'il s'est fait battre, c'est un peu similaire là, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est pas le TDAH qui fait qu'on devient brillant. Oui, il y a une prévalence, il y a des liens qui existent. On les retrouve dans la littérature. Mais à mon avis, ce n'est pas la question du TDAH en soi. C'est vraiment plutôt la question des ressources initiales, intrapersonnelles, des facteurs protecteurs de l'environnement dans lequel on a grandi aussi, qui participent à permettre d'apprendre à rebondir sur des difficultés de manière positive, en toute résilience, et donc à développer une expérience qui peut permettre d'avoir plus de possibilités de réalisation par la suite. En soi, une meilleure confiance en soi, si c'est positif, ça se passe bien. Mais est-ce qu'il y aurait, par exemple, des métiers où les TDAH pourraient être le plus à l'aise justement avec leur façon de... On parlait de procrastination et tout ça, où ce serait plus facile pour eux, ou à contrario, d'autres métiers qui seraient plutôt à proscrire pour ces personnes-là. Je pense, je sais pas, à des métiers administratifs où c'est beaucoup des choses répétitives, où il n'y a peut-être pas ce côté passion, créatif, etc. Ah, mais ça peut rassurer un TDAH justement en l'aidant à se concentrer de Sur une façon tâche. séquentielle sur une tâche, tu vois. Donc je pense que Alors, ça dépend de nouveau. ouais, mais Du c'est cas. ça. On pourrait se dire que théoriquement, effectivement, des métiers comme expert comptable, il n'y a pas assez de mouvement, il n'y a pas assez de liberté. Il peut y avoir rapidement un C'est ennui. rébarbatif. C'est rébarbatif. Enfin, mais en sans même temps, juger, évidemment. bah oui, mais en même temps, moi, j'ai déjà eu des patients qui ont un TDAH et qui ont fait expert comptable, qui adorent ça et que ça a énormément aidé à se structurer. Mmh. C'est aussi la question de est-ce que j'ai choisi mon travail
en fonction de mes difficultés, ou est-ce que j'ai choisi mon travail en étant totalement libre de pouvoir le choisir vis-à-vis de mes rêves en soi. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qu'on peut voir à l'âge adulte qui ne consultent pas, qui ont réussi à s'adapter à leurs difficultés neurodéveloppementales et chez qui le travail a été un catalyseur de stratégies positives pour pouvoir gérer leurs problématiques. Donc, Et finalement, ça, qu'on soit TDAH ou pas. alors, ça c'est clair, mais la majorité du temps, chez les personnes qui n'ont pas de difficultés ou d'entraves dans leur fonctionnement de vie, c'est assez rare que le travail soit utilisé comme un médicament, comme un traitement, comme une source de solution par rapport à une difficulté. Il faut qu'il y ait des difficultés que l'on cherche à résoudre pour aller chercher le travail comme une forme de traitement. Pourtant, dans la génération actuelle, j'entends beaucoup, de ce que je vois sur les réseaux, bon, alors ça change, hein, évidemment, mais il y en a beaucoup qui maintenant essaient de mettre vraiment plus de sens et s'intéresser beaucoup plus à choisir un métier en fonction justement de leur passion, tandis qu'avant, on avait plus le besoin, c'est de travailler, c'est de gagner de l'argent, donc finalement, Métier alimentaire. c'est complètement alimentaire, donc ça rentre aussi partiellement dans ce cadre-là. C'est un peu réducteur. Il y a 50, 60 ans, l'identité professionnelle était une identité prépondérante de la société, avec une place significative. Et les gens, quand ils se présentaient, c'était il me semble, assez commun de présenter son identité professionnelle en premier. Donc, oui, c'était avant tout pour pouvoir se nourrir et vivre sa vie, mais c'était aussi la place sociétale que l'on arrivait à obtenir et comment on arrivait à se placer en soi, alors qu'aujourd'hui, il y en a moins besoin, parce que c'est un monde beaucoup plus individualiste, avec beaucoup moins de nécessité, malheureusement, de cohésion sociale et communautaire. Et c'est pas forcément nécessaire d'avoir un métier qui valorise narcissiquement et socialement pour y arriver. Aujourd'hui, on peut ouvrir son compte YouTube, faire des vidéos, arriver à pouvoir travailler sur quelque chose qu'on aime sans forcément avoir une quelconque identité professionnelle. Et d'ailleurs, la majorité des youtubeurs ne sont pas, enfin, les youtubeurs ne sont pas tous les mêmes. Je veux dire, un youtubeur sur un sujet n'est pas le même qu'un youtubeur sur un autre sujet. Donc, en définitive, je trouve, ne serait-ce que le terme de youtubeur assez erroné, parce qu'on parle de personnes qui s'intéressent à un domaine spécifiquement et d'autres à d'autres domaines. Ils sont vraiment aussi différents pour moi que d'autres métiers différents, en fait, en réalité. C'est hyper intéressant et du coup, on a digressé un tout petit peu de la thématique principale, mais ça nous amène à un sujet qui, moi, particulièrement m'intéresse. C'est, finalement, on a débattu jusqu'à maintenant, est-ce qu'on pourrait s'intéresser justement aux forces du TDAH, parce qu'il y a sûrement beaucoup de ces traits qui peuvent être, comme tu l'as dit, une force dans un milieu professionnel ou même social. Quel serait-il pour toi ? C'est les personnes qui le transforment en force. Et ça, c'est très important, parce que le TDAH en lui-même, si on parle du trouble, on parle d'un trouble. On parle de quelque chose qui n'a ni force ni faiblesse, qui est une entrave à un fonctionnement dans une société. Beaucoup de gens transforment ces difficultés-là en quelque chose de positif. Et donc, pourquoi je le souligne ? Parce que c'est grâce à elle-même, c'est grâce à la personne, grâce à elle-même, arrive à pouvoir surmonter cette difficulté et le transforme en force. Donc, c'est une question de perception, finalement. C'est une question de perception et de ressources intrapersonnelles et de quelle manière la personne arrive à transcender ces difficultés pour en faire quelque chose de bénéfique. Quelqu'un qui part dans tous les sens avec plein d'idées et qui devient un créatif spécifique où le besoin est de sortir des idées, 50 000 idées par minute, et qui utilise ça de manière positive dans un tel contexte, il a rebondi. Mais si cette même personne vient se dire ouais, mais en fait, j'ai trop d'idées et c'est trop le bordel, ça servira à rien, ça va rien donner, je vais pas me lancer, ou alors j'y vais, et puis qu'elle n'a pas les ressources personnelles pour avoir une créativité derrière qui compense et qui est présente, oui, vous allez avoir plein d'idées, mais que des idées pourries. Ça va rien donner du tout. En soi, c'est ça le truc, c'est que il peut y avoir pas seulement de positif, mais comme quelqu'un qui a vécu la Seconde Guerre mondiale, qui a perdu une jambe, et puis qui est devenu le porte-parole des vétérans, et qui a réussi à pouvoir transmettre à la génération d'après, et qui développe une identité très forte et qui lui permette de pouvoir se réaliser et d'être identifié comme une figure d'exemple
en soi. C'est pas parce qu'il a perdu une jambe, c'est pas parce qu'il a fait c'est pas parce qu'il a fait la C'est guerre, ce qu'il en a c'est fait. ce qu'il en a fait Mhm. en soi. Donc, c'est, je trouve, Que c'est j'ai relevé réducteur. ça. Ouais, non, non pas que c'est réducteur, c'est dangereux de donner à une maladie ou à un trouble, quel qu'il soit, une connotation, qu'elle soit le positive ou négative, parce que c'est le personnifier et enlever la réalité de ce qu'est la personne en face, à côté. Donc ça Le- participe au stigmate et finalement. oui, oui, Ouais. à mon Ok. sens, je pense. Alors que Et là, c'est les gens, parce que c'est brillant. Réussir à pouvoir rebondir sur une difficulté, c'est brillant. C'est d'énormes ressources, c'est d'énormes efforts. Donc, ça met de côté tout ce que la personne a réalisé. Et surtout, si on le considère comme quelque chose de négatif, également, on va se dire, OK, c'est fini, ma vie est foutue, ça enlève l'espoir, en fait. Donc, c'est une entrave. Cette entrave, est-ce qu'elle vous pose problème ou pas? Ça va dépendre de vos ressources, ça va dépendre de votre entourage, ça va dépendre de beaucoup de contextes. Et en fonction de tout ça, peut-être qu'en fait, ça ne posera jamais de soucis et que ces épreuves que vous avez affrontées vous ont permis de pouvoir vous développer, vous construire et de vous réaliser peut-être plus vite que si vous n'aviez rien eu. Mais ça, même si ça n'avait pas été un TDAH, même un cancer permet des changements comme ça. Hein. Mais ce n'est pas le cancer qui permet. C'est le vécu et ce ce qu'on qu'on en en fait. fait. Mais j'ai l'impression, mais ça c'est de manière globale et c'est pas seulement lié au TDAH, Oui, mais je oui. le remarque aussi lié au TDAH, que on est dans un peu dans cette mouvance où on veut tout mettre en positif. Et je sais qu'il y a plusieurs comptes que je suis aussi qui parlent de TDAH, alors tenus par des gens qui ont été diagnostiqués, qui ont trouvé justement des astuces, mais où on a cette envie de mettre à chaque fois en avant ses super pouvoirs justement. Genre ah mais le TDAH il est formidable parce qu'il peut faire ça, ça, ça mieux que les autres. Et on le voit dans d'autres domaines, hein, pas qu'avec le TDAH, mais Tu c'est vois, assez intéressant. mais tu vois là, ce que tu signes là, c'est très intéressant parce qu'il y a deux points à mon sens qui sont importants. Le premier, c'est quand on dit le TDAH. Une personne ne se réduit pas à être le TDAH. Bien sûr. Ça, c'est terrible, c'est Mhm. dramatique. Déjà, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, il est précieux d'avoir les témoignages de personnes qui sont arrivées. Donc, quand ils en parlent par rapport à leur vécu, avec leurs mots, et il faut bien se rendre compte qu'on est en train d'écouter leur histoire et la manière dont ils ont transcendé et géré leurs difficultés. C'est pas des soignants, c'est pas c'est pas des personnes professionnelles dont la parole est scientifiquement admise et sur laquelle il faut se reposer pour pouvoir arriver à une conclusion philosophique, scientifique ou sociologique. Par contre, ce sont des gens qui ont des ressources assez incroyables, qui leur ont permis de rebondir sur des difficultés. Et à ce moment-là, il faut plutôt voir leur histoire comme une histoire, comme un partage de ce qu'ils ont réussi à faire pour, de un, se rendre compte que c'est possible et qu'on peut sortir d'une difficulté. Et de deux, ben, eux, ils ont fait comme ça. Est-ce que ça pourrait marcher pour moi? Ben, si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, ben, j'utilise une autre méthode ou d'autres outils. Donc c'est un partage important, mais il faut bien se rappeler que ce n'est pas le TDAH. Et c'est plutôt une personne, c'est pas une Ouais. maladie. Mais je te rejoins, mais moi justement j'ai l'impression que c'est un peu dangereux parce que les personnes qui vont consulter finalement ce contenu, t'en auras une partie qui pourra faire la part des choses et faire comme tu dis, de dire ah bah non c'est cette personne et c'est intéressant de voir son vécu, voilà ça me touche d'une manière ou d'une autre. Et t'auras d'autres personnes qui au contraire vont se dire ah mais c'est ça la solution, il faut que je fasse comme elle, il faut que je suive ses conseils. Donc Oui, mais si ça justement marche. ce genre de Mais- contenu, mais est-ce si- que c'est pas dangereux? Mais si ça marche, s'ils le font et que ça marche, Mais alors si ça marche jackpot, pas. si ça marche pas, ça va déclencher une crise qui les amènera à les consulter. Donc, quel est forcément le problème? Moi, je pense que c'est plutôt au niveau de ces créateurs de contenu, finalement, de délivrer peut-être un message qui est un petit peu plus nuancé Mhm. en disant, bah voilà, ça c'est mon histoire, c'est les techniques que j'ai développées, ça va fonctionner pour certaines personnes, ça va pas fonctionner pour d'autres. Ouais. Gardez votre esprit critique. Mais d'ailleurs, ils commencent à le faire. Hein. Et Certains, voilà. souvent, quand ils font leur slide, leur story, Ouais. ils finissent toujours par dire voilà, c'est propre à mon histoire, mais ils le faisaient pas toujours avant. Ouais. Mais maintenant, ça se fait de plus en plus. Il y a un youtubeur comme ça qui s'appelle Mitsu, qui est au Japon, Mhm. et qui a parlé beaucoup des problèmes de santé mentale, et qui expliquait que c'était son vécu et de TDAH aussi. Oui. Et il a expliqué que c'était Ouais, son de mettre un vécu, tout ça. disclaimer, en fait. Ouais, ouais. Pour, Mais il le précise plusieurs fois. Et ça, je suis assez d'accord, c'est vrai. C'est vrai, mais dans le fond, est-ce qu'il y a plus de danger que davantage à potentiellement avoir des portes de sortie ou de nouveaux outils?
je pense que dans la balance, ça apporte plus que ça n'engendre de risque, en réalité. À mon avis, après ça, c'est un avis, ça veut pas dire que j'ai raison, mais c'est comme ça que je le visualise. Ouais, tu le vois pas comme quelque chose de dangereux aujourd'hui. Non, je pense que non, c'est pas que je vois pas comme quelque chose de dangereux, je le vois moins dangereux que bénéfique. C'est ça, c'est plutôt ça. Parce que c'est une porte d'entrée qui n'existait pas il y a 30 ans. Et il y a 30 ans, les gens qui étaient reclus et puis le fermés sur eux-mêmes, c'est quand même assez précieux de pouvoir avoir un accès sur le monde malgré tout. Et se sentir soutenu. Ouais, Oui, et se sentir exactement. soutenu. Et de partager, c'est exactement ça. Ce qu'on a tous eu probablement avec des groupes de musique ou des paroles de musique, hein, de chansons en soi. Là, c'est plus fort parce que c'est vraiment une vidéo et un vécu qui est retranscrit en soi. Et qui est paradoxal parce que finalement, le lien est quand même virtuel. Ouais. Mais ça reste un lien. Souvent, hein, je veux dire, tu peux discuter avec quelqu'un qui est à l'autre bout de la planète, qui se reconnaît dans ce que tu peux dire comme propos, et te dire « Ah, ça me parle vachement », et puis finalement, cette personne, peut-être, tu la rencontreras, ce serait cool, mais potentiellement jamais. Et c'est quand même quelque chose d'assez particulier que notre époque a amené. Oui, mais c'est pas un lien virtuel, c'est un lien émotionnel. Oui. Parce que le lien émotionnel, il est de toute façon virtuel. Tu le vois pas, de toutes les manières. Donc, que tu sois à côté ou que tu sois loin, il y a une résonance, en fait. C'est une résonance émotionnelle. Cette résonance émotionnelle, elle peut être salvatrice, elle peut beaucoup aider et soulager en soi. Et ça, oui, c'est vrai qu'on ne l'avait pas virtuellement, mais aujourd'hui, le fait de l'avoir virtuellement, ça donne accès à des gens qui n'auraient pas eu accès, en fait. Donc finalement, ce que tu es en train de dire, c'est que si demain tu vas ouvrir ton cabinet en Amérique latine et que tu laisses tes patients ici, tu pourras les recevoir via Zoom et continuer tes consultations et puis tout ira bien. Là, on parle pas de consultation de suivi psychothérapeutique, on parle vraiment de partage d'expérience. Je te taquine. C'est différent. Oui, mais c'était un petit clin d'œil par rapport à... Mais on sait jamais, donc je reprécise. Et pour clore ce TDAH Power, est-ce que de faits connus ou de ton interprétation de ce que tu as vu, tu pourrais citer quelques personnalités célèbres qui auraient le TDAH? Je ne le ferai pas parce que ça irait à l'encontre de tout ce que j'ai dit. C'est-à-dire que je me mettrais à juger dans une situation publique. Je peux m'amuser à penser avec moi-même ou à rigoler en me disant c'est peut-être le cas, mais publiquement, si je le fais en tant que psychiatre, c'est une forme de jugement et qui est potentiellement erronée et ce n'est pas une bonne chose. Donc, évidemment qu'il peut y avoir des personnalités connues qui ont un TDAH. Je peux dire qu'il y a certaines personnalités qui ont dit qu'ils en avaient une, qu'ils avaient un TDAH, il me semble. On va avoir un nom, les amis, on va avoir un nom. Si ça a été dit par la personne, tout va bien. Ça a été dit par la personne. Après, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Mais c'est impossible pour moi, en tant que psychiatre, de dire c'est le cas parce que bien sûr. voir la médiatisation et puis des événements épisodiques sur un moment, dans un contexte qui est quand même très particulier, parce qu'on parle de stars, donc il y a un stress, il y a une agitation, il y a un environnement, il faut comprendre qui est la personne en fait, en réalité, dans sa vie, pour pouvoir vraiment arriver à une conclusion. Les gens qui l'ont dit eux-mêmes, il me semble que Elon Musk avait dit qu'il avait un TDAH, oui, hein, c'est ça. Hein. Il est autiste, non? Il est Asperger aussi. Mais c'est ce qu'il dit. Normalement. Après, comme tu dis, est-ce que c'est vrai ou pas? On part du principe que, je veux dire, il parle de lui, il se connaît, donc voilà. S'il le dit, c'est que c'est probablement vrai. Mais encore une fois, je ne pense pas que c'est parce qu'il a un TDAH ou Asperger qu'il est Elon Musk là où il est. Alors, en soi, il y a plein de gens qui ont un TDAH ou Asperger et qui sont à l'opposé complet dans une situation calamiteuse. Et il y en a beaucoup plus dans cette situation calamiteuse que l'inverse. Et c'est aussi important de le souligner pour que les gens qui sont dans ces situations-là ne se comparent pas. Par exemple, au succès d'Elon Musk en disant moi j'ai les mêmes troubles et finalement je suis pas capable de. J'ai pas la même réussite. Là où est-ce que mais ça c'est le danger. On parle de troubles dont les gens souffrent et on en fait quelque chose qui n'est plus. C'est plus un trouble. Là, ça devient un super pouvoir. Oui. Ça devient quelque chose de très positif. Si ça avait été le cas, j'aurais été le premier content que ce soit le cas, mais je m'en occuperai pas en fait, parce que moi mon job c'est de soigner les gens par rapport aux difficultés qu'ils vivent. Ça avait été des super pouvoirs. Ça fait longtemps qu'on serait dominé
dominés par que des Superman partout, en soi. Et des Superwoman. Et des Superwoman. Et des Super-Yel. Et des Superwoman, clairement. Mais je veux dire, la réalité, c'est que c'est pas le TDAH qui a permis, ou Asperger qui a permis l'anonymat d'être où il en est, en soi. On peut avoir un QI bas, un QI normal, un QI haut avec un TDAH. Ça n'a absolument rien à voir, en soi. Bon, vous l'aurez compris, on a essayé de tirer les verres du nez pour avoir de plus en plus d'informations sur son opinion, qui nous C'est un semblerait fail. ne pas nous donner. Donc, on va faire une courte pause et on va enchaîner ensuite sur des petites questions pour justement apprendre à mieux connaître notre cher Doc.